Monsieur Lionel Dinzou, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Merci d'être l'heureux élu pour ce premier numéro de Mon Heure d'Afrique qui est consacré aux moyens mis en place par la communauté internationale pour relancer les économies africaines. Tout un programme. Après la terrible pandémie que nous venons de connaître et qui n'est pas finie, malgré le relâchement du confinement en France en ce qui se concerne la lutte contre le Covid-19, je vous remercie de bien vouloir nous apporter vos solutions. L'actualité récente a été très foisonnante ces dernières semaines dans la recherche de solutions, que ce soit pour accélérer la vaccination sur le continent ou pour augmenter la part de l'Afrique dans cet instrument monétaire qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, les fameux DTS. Mais tout d'abord, si vous me permettez, parlons un peu de vous, même si on ne vous présente plus. Vous êtes franco-béninois, normalien, banquier d'affaires, homme politique. Alors, laquelle de ces casquettes vous sied le plus et comment est-ce que je dois vous appeler? Est-ce que je dois vous appeler Monsieur le Premier ministre? Alors, Monsieur le Premier ministre, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'empêcher de m'appeler Premier ministre. Au début, je dois dire, je me retournais en pensant qu'il y avait sans doute un Premier ministre derrière moi. Puis j'ai fini par m'habituer en quelques mois, mais on ne s'habitue pas complètement parce que j'ai été Premier ministre pendant 10 mois. D'ailleurs, vous m'invitez le jour anniversaire de ma nomination. Il n'y a pas d'accoutumance à ce titre. Je fais de grands efforts pour que mes collaborateurs et mes clients m'appellent Lionel ou Lionel Zinsou. Mais je constate quand même qu'il reste des traces comme ça. On est un petit peu Premier ministre à vie. Ah ben voilà, Premier ministre un jour, Premier ministre toujours. Voilà, c'est mon métier franchement. C'est de la finance depuis maintenant 25 ans. J'y suis revenu tout de suite après la parenthèse. Enfin, la parenthèse, c'est pas une parenthèse, c'est un moment très très fort de ma vie d'avoir été au gouvernement. Je suis encore très reconnaissant à ceux qui m'ont appelé à ce gouvernement et très reconnaissant au peuple béninois parce que, franchement, il y a deux expériences extraordinaires. Celle d'être au gouvernement dans une Afrique qui vibre, qui bouge énormément. Alors, il y a énormément de problèmes, mais il y a aussi une croissance enthousiasmante. Et puis, il y a une campagne électorale. Je souhaite à tout le monde de faire une campagne électorale. Un jour dans sa vie. Ah oui, qu'elle soit municipale ou présidentielle, mais présidentielle, ça a quand même des avantages. Et vous voyez, une expression en français qui est de dire pour quelqu'un qui n'a pas gagné une présidentielle, il est un candidat malheureux. Moi, j'ai été un candidat heureux. Bon, eh bien, écoutez, c'est très bien. En tout cas, je vais continuer à vous appeler Monsieur Lionel Dinzou. Le grand événement de ces dernières semaines, vous y étiez, vous avez contribué à le préparer, c'était le sommet de Paris sur le refinancement des économies africaines. Beaucoup a été dit et écrit à ce sujet depuis le 18 mai. Nous y reviendrons en détail tout au long de l'émission, mais je retiendrai à ce stade la réticence des Africains à se faire vacciner. En tout cas, c'est le président Félix Tshisekedi qui l'a dit. On l'écoute. Nos objectifs, évidemment, c'est la vaccination du plus grand nombre en Afrique. Il y a quelques inquiétudes, je dois vous l'avouer, en tant qu'Africain et surtout président de la République démocratique du Congo. C'est une certaine inquiétude qui est due au fait, à mon sens, que le vaccin vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. Le président congolais représentait la voix de l'Afrique à ce sommet de Paris sur le refinancement des économies africaines. Mais son instance pour que les vaccins soient fabriqués en Afrique montre bien que l'argent n'est pas tout. Dans sa course pour l'immunisation collective, la communauté internationale a fait de la vaccination massive son cheval de bataille. Lors de ce sommet qui s'est tenu en présentiel le 18 mai dernier, une vingtaine de chefs d'État africains avaient fait le déplacement. Emmanuel Macron a dit que l'objectif est de pousser l'ambition de COVAX de 20% à 40% pour le taux de vaccination en Afrique. Le dispositif COVAX est co-dirigé par l'Alliance Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies et l'OMS. Il permet de fournir des vaccins aux États qui n'en ont pas les moyens. Le président français a également demandé la levée de toutes les contraintes en matière de propriété intellectuelle qui bloquent la production de vaccins en Afrique. D'abord, à court terme, nous avons consolidé le moratoire sur les intérêts et le principal de la dette détenue par les pays du G20 sur 2020 et 2021. Ensuite, la consolidation d'un nouveau cadre commun qui va permettre une nouvelle restructuration des dettes et qui surtout, pour la première fois, permet de le faire avec tous les créanciers autour de la table. Si de nouvelles pistes se dessinent en ce qui concerne le moratoire de la dette africaine, l'absence de décision ferme sur le plan financier reste le principal obstacle. Quant à la promesse d'augmenter les droits de tirage spéciaux en faveur de l'Afrique, elle pourrait s'avérer à double tranchant.
Pour les jeunes experts de la diaspora réunis au sein de la plateforme « Je m'engage pour l'Afrique », il y a même un risque de surendettement. Aujourd'hui, le problème en Afrique, ce n'est pas la dette, mais bien le surendettement. Or, lorsqu'on annule la dette d'un pays et qu'on s'engage dans la foulée sur l'octroi d'une autre dette qui va servir à rembourser une autre dette, en fait, on alimente le cercle vicieux du surendettement. Avec 130 000 morts sur les 3,4 milliards à l'échelle planétaire, l'impact sanitaire a été moindre en Afrique comparé à l'impact sur des économies africaines déjà fortement fragilisées. Mais sans injonction drastique de fonds pour financer le développement des infrastructures, le New Deal annoncé pour le continent risque de rester un vœu pieux. Une réaction ? Alors, c'est pas très optimiste ce que j'entends. Sur les vaccins, vous savez quel est le pays dans tous les sondages qui est le plus anti-vaccin et qui a le plus de réticence? C'est pas la RDC, c'est la France. Et ce qu'on a vu au fil de la vaccination, de l'arrivée des doses enfin, c'est que, en fin de compte, quand même, le nombre des anti-vaccins s'est révélé beaucoup plus bas que ce qu'il y avait dans les sondages. On disait même que les soignants étaient majoritairement partisans de ne pas se faire vacciner en France. Maintenant, je crois qu'on a dû atteindre 80% des soignants. Alors donc, c'est pas une situation africaine. Il y a aussi quelque chose que les gens ne voient pas, c'est que aujourd'hui, des pays aussi avancés que Taïwan, la Corée, le Japon sont en dessous de 5% de vaccinés. À l'heure où nous parlons. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient pensé qu'ils avaient triomphé du Covid. Et donc, l'Asie, d'une certaine manière, n'est pas plus vaccinée que l'Afrique. Mais c'est pas pour des raisons de ressources, d'argent, de système de santé. Et c'est pas non plus parce qu'ils rejettent les vaccins, c'est parce qu'ils étaient trop sûrs de n'avoir que très très peu de décès, peu de contamination. Et du coup, il va falloir qu'ils rattrapent, comme l'Afrique, tout au long de l'année 2021, le rythme de vaccination dont on voit quand même qu'il a des effets considérables pour arrêter la pandémie. Mais si vous le permettez, à contrario, quand même, ça ne représente que 2% des vaccins qui ont été administrés dans le monde, le continent. Et on peut se poser la question après ce sommet, pourquoi tant de moyens pour finalement, si vous voulez, une volonté de se faire vacciner qui reste, si j'en crois le président Tshisekedi, assez réduite. Il y a eu une campagne sur les réseaux sociaux très forte, indiquant qu'on cherchait à tuer en fait la population africaine. Il y a même eu toute une polémique paradoxale, alors que probablement la fondation Gates et l'ONG qui a sauvé le plus de vies dans l'histoire de l'humanité, sur le thème « Ils ont une préoccupation démographique ». L'Afrique est perçue comme ayant une démographie qui obère son développement, qui bride son développement, et ils veulent tuer nos enfants pour dégonfler cette surpopulation qui d'ailleurs n'existe absolument pas en Afrique. Est-ce que le président Tshisekedi n'a pas mis le doigt là où ça blesse ? C'est-à-dire qu'il a bien dit et bien précisément dans la conférence de presse que l'une des raisons pour lesquelles les Africains étaient sceptiques, c'est parce que les vaccins ne sont pas fabriqués en Afrique. L'argument de poids, c'est qu'il est très important que l'Afrique, dans tous les domaines industriels, et notamment les plus sensibles et les plus technologiques, et les domaines de pointe, qu'elle soit autonome et indépendante. Alors on produit des vaccins, on sait parfaitement les produire. On en produit à l'Institut Pasteur de Dakar, une unité des plus importantes contre la fièvre jaune. On en produit au Maroc, on en produit en République sud-africaine. Donc on sait parfaitement le faire. C'est une question de capitaux, une question d'investissement. Et puis, vous savez, l'Afrique n'est pas la seule dépendante des autres pour les vaccins. Regardez, on a découvert que les principes actifs viennent à 80% de Chine et d'Inde, et que l'Europe n'était pas elle-même indépendante, souveraine dans la capacité de se soigner, de se vacciner. Donc c'est un phénomène un peu général. Vous allez avoir effectivement un rapatriement des activités industrielles les plus sensibles, et ça vaut pour les vaccins, comme ça vaudra pour si vous voulez, les composants électroniques, une série de choses. On s'est aperçu que la mondialisation, ça a eu des effets de progrès, mais ça a eu aussi des effets de dépendance. Et là, l'ensemble du monde vient de promettre, alors cette fois-ci, plus récemment, au G7, 1 milliard de doses. Avec 1 milliard de doses pour les pays pauvres, normalement, on devrait atteindre un niveau de vaccination à peu près satisfaisant, mais probablement d'ici un an.
On le sait, la pandémie a mis les économies de la planète à l'arrêt. Les États du G7 auxquels vous faisiez allusion ont réagi avec des injections massives de fonds pour relancer leurs économies. En Afrique, où la marge budgétaire des États est très faible à cause d'une assiette fiscale plus restreinte, il va falloir d'autres moyens pour mettre de l'huile dans les rouages. On écoute à ce sujet le président Emmanuel Macron. Notre travail dans les prochaines semaines va être de convaincre les autres de faire le même taux d'effort que la France, à commencer évidemment par les États-Unis d'Amérique. Mais ça, c'est une piste de travail, pas une piste, une volonté et un engagement pris aujourd'hui pour aller vers ces 100 milliards de DTS affectés à l'Afrique, ce qui suppose une réallocation massive de la part de tous les pays les plus riches. Les DTS sont des droits de tirage spéciaux alloués par le Fonds monétaire international à ses 190 pays membres pour leur permettre d'avoir accès à des devises liquides afin d'équilibrer leur balance des paiements. Or, comme l'a regretté le président français lors du sommet de Paris sur le refinancement des économies africaines, ces actifs monétaires sont régis par un système de quotas vieux de 52 ans. S'appuyant sur un panier de devises de référence, le FMI avait mis en place en 1969 des avoirs dits de réserve internationale ou DTS. Le dollar, l'euro, la livre sterling, le yen et, depuis 4 ans, le yuan constituent ce panier, attestant du poids grandissant de la Chine dans les échanges internationaux. 33 milliards pour 55 pays, 1,2 milliard habitants, c'est une goutte d'eau. Évidemment, c'est la part qui nous revient, de par le mécanisme qui a été mis en place depuis longtemps. Et c'est pourquoi nous plaidons pour l'affectation et la mobilisation de 100 milliards de dollars qui devront permettre de faire quoi? D'assurer le financement de la relance économique sur le continent. Conscients des défis qui les attendent, les États africains ont demandé l'aide de la France pour que ce montant soit porté à 100 milliards de dollars lors de la prochaine allocation, alors que seulement 33 milliards de dollars de ces réserves sont actuellement alloués au continent. Or, selon le FMI, l'Afrique a besoin de 285 milliards de dollars d'ici à 2025 pour relancer ses économies. Selon la manière dont ils seront gérés, ces 100 milliards ne pourraient être qu'un coup d'épée dans l'eau. Il y a un déficit de 108 milliards de dollars d'investissement par an pour financer les infrastructures en Afrique. Ce qui serait envisageable de créer une institution, un outil qui agisse comme un guichet unique pour pouvoir financer de façon constante les économies africaines à hauteur de 100 milliards de dollars par an pour les 10 prochaines années. Si le développement d'infrastructures capables de répondre aux besoins des Africains apparaît comme une étape indispensable, la création de systèmes financiers adaptés pour permettre à l'Afrique de s'autofinancer l'est tout autant. Vous allez me permettre d'être afro-optimiste. On me traite souvent d'afro-optimiste BA, mais je dois m'inscrire en faux contre quelques-unes des choses que je viens d'entendre. Ça n'est pas un coup d'épée dans l'eau. C'est une avancée majeure. Le monde va recevoir, et ça ne sera pas de la dette, donc ça ne sera pas remboursable, 650 milliards de dollars. C'est vrai que l'Afrique va recevoir sa part dans le PIB du monde. Et sa part dans le PIB du monde, donc la création des richesses chaque année, c'est 5% du total de la richesse. Donc on va recevoir 5% de cette allocation automatique qui va à tous les pays. C'est tellement automatique que le président Trump avait fait obstacle à cette idée en disant « je ne veux pas que l'Iran, je ne veux pas que le Venezuela », puisqu'ils vont recevoir comme les autres, à proportion de leur part dans la production mondiale, des droits de tirage spéciaux. Là, c'est non remboursable, c'est vraiment une subvention. Elle a été mise en œuvre pour la première fois à l'initiative de Dominique Strauss-Kahn au Fonds monétaire et de Donald Kaberuka à la Banque africaine de développement en 2009 pour sortir de la crise précédente. Mais l'Afrique n'en avait pas profité à l'époque. L'Afrique avait tout à fait reçu ces 5%, simplement c'était 200 milliards, ça n'était pas 650. Deuxième chose, je dois m'inscrire légèrement en faux, ce n'est pas qu'on a demandé l'aide de la France. C'est une idée commune de l'Union africaine et du président Macron qui a persuadé l'Union européenne. Un certain vendredi d'avril 2020, le président Ramaphosa, qui tous les vendredis réunissait 7 chefs d'État, dont le président Macky Sall, que vous avez entendu, et au fond, dans une visioconférence, on ne pouvait pas faire autrement, a organisé une réponse sur la dette, une réponse sur la relance, une réponse sur la vaccination, à l'échelle de tous les pays.
de l'Union africaine. C'est complètement nouveau en termes de gouvernance. Et là, avec le président Macron, qui ensuite a convaincu très vite Mme Merkel, puis le roi Salman, parce qu'on était sous présidence saoudienne du G20 à l'époque, et ses confrères européens, que les Européens, et maintenant on est en train d'y ajouter les pays du Golfe, flèchent vers l'Afrique beaucoup plus que la part de l'Afrique, parce que, évidemment, les Européens et les pays du Golfe ont beaucoup moins besoin de cette manne, de cette subvention, puisqu'ils ont déjà mis en œuvre énormément de moyens. 100 milliards, c'est 4% du PIB. Notre récession en 2020, c'est, en Afrique, 3%. Donc, ces 4%, c'est quelque chose qui vient remplacer tout ce qui a été perdu et détruit par la crise en 2020. Même si l'Afrique, avec l'Asie, a été beaucoup moins touchée que l'Europe et moins que l'Amérique du Nord. 4%, ça n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Faisons bien attention, c'est historique. La France a dit qu'elle allait céder une partie de ses DTS à l'Afrique, donc dans sa volonté pour que la part de l'Afrique passe à 100 milliards. Et toute l'Union européenne va suivre. Voilà. Donc, mais ça veut dire que la France, elle n'a pas besoin de ces DTS ? Non. Parce que clairement, on a une arme qui nous manque en Afrique, c'est la liberté de créer de la monnaie, c'est-à-dire de lancer de la dette qui va ensuite être rachetée par nos banques centrales européennes. Nous n'avons pas ça dans nos banques centrales africaines, parce que nous avons des monnaies qui sont plus étroites, plus faibles. Si on émet beaucoup de monnaie, on va avoir beaucoup d'inflation, donc on n'a pas pu utiliser cet instrument. Il se trouve que en France, aux États-Unis, on a beaucoup protégé les entreprises, beaucoup protégé les ménages, mis en place des systèmes de chômage partiel efficaces, moyennant quoi on a beaucoup limité les dégâts. On n'a pas pu le faire en Afrique. Les budgets ne le permettaient pas et on ne pouvait pas émettre de la dette achetée par les banques centrales. On ne pouvait pas créer la monnaie. On ne peut pas utiliser la planche à billets. Donc l'Europe ou l'Amérique du Nord n'ont pratiquement pas besoin de ces éléments supplémentaires. Donc c'est vrai, les pays du Golfe, les pays européens et les États-Unis pourraient s'y joindre, peuvent parfaitement flécher vers l'Afrique, qui n'a pas cet instrument et qui, là, trouverait un substitut. C'est majeur pour la relance. Bien sûr. Et ça n'est jamais arrivé. D'accord. Alors, rapidement, quand on parle d'argent, évidemment, et vous êtes bien placé pour le savoir, il y a toujours un peu de politique qui s'en mêle. Donc, l'idée du président Macron est d'essayer de convaincre ses partenaires, et notamment les États-Unis, d'en faire autant, c'est-à-dire de céder aussi leur part. Négocier des dettes ou des subventions à 54 pays séparément, ça serait inefficace. Oui, mais est-ce que les États-Unis vont suivre la France ? On n'en sait rien. Ils ont beau dire qu'il n'y a pas le blocage de Trump, mais Biden, il va peut-être vouloir les garder, ces DTS. Mais écoutez, j'aime beaucoup la France. C'est une coproduction de l'Union africaine. C'est une idée africaine qui a prévalu dans le monde. Il se trouve que le Fonds monétaire l'a tout de suite adopté. Il se trouve que les États-Unis l'ont tout de suite barré. Bon. Et là, effectivement, les Européens ont été importants pour garder l'idée vivante jusqu'à ce qu'il y ait l'administration Biden. Il est parfaitement dans les moyens de l'administration Biden de flécher aussi une partie de ces DTS au bénéfice des pays les plus pauvres, qui sont essentiellement en Afrique et en Asie du Sud. D'accord. Eh bien, on verra. Je voudrais vous proposer un reportage qui nous vient de Lomé cette fois-ci, où se sont déroulés du 26 au 28 mai dernier les États généraux de l'éco. On vous entend d'ailleurs dans ce reportage qui a été réalisé dans la capitale togolaise par Noël Tag-Guignon et Fernand Tona. Un air de répétition générale pour les économistes et autres acteurs qui s'intéressent à l'épineuse question du franc CFA, originellement dénommé Franc des colonies françaises d'Afrique avant de devenir Communauté financière africaine. Aujourd'hui, cette monnaie créée par la France le 26 décembre 1945 fait plus que graisser des dents. À l'initiative de l'ancien ministre togolais Kakono Bokpo, d'éminents économistes, des universitaires, des politiques et autres membres de la société civile se sont retrouvés à l'université de Lomé du 26 au 28 mai dernier. L'objectif était de débattre du thème « Quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest ?» Il y a deux dimensions dans ces états généraux de l'éco. Une dimension de recherche scientifique et puis une dimension d'aide à la décision des chefs d'État. Ces états généraux de la future monnaie, l'éco, se voulaient un cadre de discussion pour proposer une feuille de route aux 15 chefs d'État de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Toutefois, l'économiste Demba Moussa Dembélé a appelé ces derniers à la vigilance.
Pour lui, en effet, l'écho de la CEDEAO doit être différent de celui annoncé par le président français Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara en décembre 2019 à Abidjan. L'écho entre Macron et Alassane Ouattara, mais cet écho n'a rien à voir. C'est la continuation du franc français sous un autre nom. Et donc, c'est la continuation de la servitude monétaire. Et ce projet de Macron et de Ouattara, c'est pour saboter le projet de la CEDEAO. Les organisateurs espèrent déblayer davantage le terrain afin de faciliter d'éventuelles décisions politiques en vue d'une indépendance monétaire après l'indépendance politique des pays utilisant le franc CFA. Et se posera un jour, évidemment, la question d'avoir une monnaie commune avec le Nigeria, qui est un tout petit peu plus compliqué parce que le Nigeria est beaucoup plus important que le total de tous les autres. Donc ça pose des problèmes un peu différents. Mais moi je suis très confiant que sur le temps, vous savez, parfois ça peut prendre 10 ans, 15 ans encore, mais on va faire des petits pas et on sera de plus en plus nombreux dans cette monnaie. L'avènement de la nouvelle monnaie, l'ECO, destinée aux 15 pays de la CEDEAO, y compris le Ghana et le Nigeria, qui pèsent plus lourd parmi les économies de la région, devrait encore prendre au moins 5 années. Aussi, le chemin risque d'être long et parsemé d'embûches. Face aux protestations liées à la gestion du franc CFA dans la zone de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la polémique n'est pas prête de s'estomper. Alors, vous y étiez. Ce colloque a-t-il répondu donc à la sortie de l'UMOA du franc CFA et à l'avènement de l'ECO qui semble bien tarder à arriver quand même, hein? Alors, bien tardif, vous avez l'air de le trouver bien tardif. Je vous rappelle que le traité de Rome de l'Union européenne est de 1957, la création de l'euro est de 1999. Je vous rappelle que le marché unique est de 1992. Penser qu'on peut faire des transformations historiques en quelques mois, c'est peut-être un petit peu hâtif, même si je comprends votre impatience. Parce qu'on a besoin de se développer, et on a besoin d'avoir un système financier profondément réformé. Ça ne s'appelle plus le franc des colonies françaises d'Afrique. En tout cas, il va falloir en maintenant 4 ans être capable de définir un système de change qui sera certainement un panier de monnaie et garantir le fait qu'on puisse se servir de cette monnaie efficacement sans qu'il y ait la garantie tutélaire de l'Union européenne, de la Banque centrale européenne et de la France. Oui, bon, qui nous empêche d'avoir une politique monétaire. 4 ans pour ça, mais ça ne nous empêche d'aucune manière d'avoir une politique monétaire. La politique monétaire, c'est décider des taux de sa monnaie et de la façon dont on peut distribuer du crédit dans un certain espace. Et ça, ce sont les ministres des Finances qui le font depuis des années avec le gouverneur de la Banque centrale. L'idée que nous n'avons pas de politique monétaire, la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec M. Dembélé et la question flottante que vous me posez, enfin on va être libre d'un point de vue monétaire, le franc CFA, il a fait son travail de monnaie. Le travail d'une monnaie, c'est de permettre des échanges économiques dans un espace vaste. Bon, dans les 8 pays, c'est déjà quelque chose et ça va s'agrandir. Deuxièmement, ça permet de garder la valeur. Si vous avez de l'épargne, il est très important que vous puissiez l'utiliser quand vous en avez besoin. Quand vous avez des monnaies fondantes, des monnaies où vous avez de l'inflation de 20-25%, comme nos amis du Ghana, comme nos amis du Nigeria, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas garder de la monnaie pour garder votre patrimoine. Donc vous avez une spéculation foncière. Regardez le prix des terrains, comparez-les à Accra, Abidjan, Lomé, vous verrez Accra, à Lagos, à Luanda, vous avez les coûts de foncier et de construction les plus élevés au monde. Alors, maintenant que nous avons posé le diagnostic, il s'agit de discuter des solutions et bien sûr en priorité de vos solutions. En tant qu'ancien banquier d'affaires chez Rothschild, puis PDG du fonds d'investissement européen PAI Partenaires, avant d'entrer en politique, on en discutait au début de cette émission, vous avez bien sûr fait le tour de tout ce qui consistait la finance internationale que vous maîtrisez parfaitement. Alors aujourd'hui, vous conseillez nombre de gouvernements africains au sein de Southbridge, une banque d'affaires panafricaine que vous avez cofondée en 2015 avec Donald Kaberuka, l'ancien président de la Banque africaine de développement, vous y faisiez allusion un peu plus tôt.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les solutions que Southbridge favorise? Est-ce que vous faites plutôt du cas par cas ou bien au contraire, cherchez-vous à donner une orientation plus globale pour que l'Afrique décolle d'un seul tenant? Alors, on a bien cherché à faire une banque panafricaine, c'est-à-dire qu'elle a un bureau à Kigali, elle a un bureau à Casablanca, pas simplement un bureau à l'ouest, qui est à Abidjan. Elle a d'ailleurs aussi un bureau à Paris, qui est une ville africaine assez importante. Et l'idée est quand même d'être le plus panafricain possible, parce que nous avons des problèmes génériques qui sont communs à tous nos pays. Si vous voulez, le problème de la dette, sur lequel je crois on va revenir, n'est pas du tout le problème le plus important. C'est le problème le plus hystérisé, à la fois par les institutions internationales qui trouvent qu'il y a un risque de surendettement, ce que je ne partage pas, mais aussi par des ONG qui pensent qu'il y a un risque de surendettement, mais cette fois-ci parce qu'on surendetterait volontairement l'Afrique, ce que je ne crois pas. Je pense que le problème, il n'est pas du côté du passif, c'est-à-dire nos dettes, il est du côté de nos actifs. Est-ce qu'on est capable de bien valoriser nos actifs, c'est-à-dire tous nos atouts? Eh bien, dans le secteur public, beaucoup d'États nous demandent comment on pourrait faire que les monopoles de l'électricité soient beaucoup plus flexibles, beaucoup plus décentralisés, beaucoup moins monopolistiques. Même chose pour l'eau, parce que c'est un problème partout dans les villes, c'est un problème pour l'agriculture. Et vous avez encore comme ça des entreprises publiques, des aéroports, vous avez des ports, etc., qui ont besoin d'être gérés convenablement, avec une gouvernance qui progresse. Donc on travaille beaucoup plus sur les actifs. Ça, c'est les actifs publics. Et puis il y a les actifs privés. Et ces actifs-là, ça peut être des ressources naturelles, ça peut être des activités industrielles qui valoriseront, et c'est ça la solution universelle. Si vous voulez créer de l'emploi, si vous voulez, et il suffit d'être passé quelques mois au gouvernement, je vous assure, pour s'apercevoir que quel que soit le pays d'Afrique, le fait qu'on ne peut pas avoir des emplois pour les jeunes, un marché du travail suffisamment vigoureux est le problème numéro un. C'est le gâchis numéro un de nos ressources, c'est le gâchis de la jeunesse, y compris de la jeunesse très bien formée. J'attire votre attention sur le fait que aujourd'hui, dans la plupart des pays d'Afrique, il faut atteindre 7% de croissance pour créer des emplois. En France, en Allemagne, vous commencez à créer des emplois nets à 1,2% de croissance. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé, parce qu'on nous a livré un continent inviable. Sans route, sans aéroport, sans eau, sans électricité. Il fait quand même beaucoup de choses qui manquent. Aujourd'hui encore, vous avez les 2/3 de la population qui n'accèdent pas à l'électricité dans notre continent. On nous a livré un continent sans infrastructure. On nous a livré un continent inviable. On ne peut même pas atteindre les mines. Et quand on sort la production industrielle, parce que les pistes ne sont pas fonctionnelles, parce qu'on est en saison des pluies, on perd le tiers de la production agricole de l'Afrique. Donc, on nous a livré le continent comme ça. Donc, on est obligé de faire des investissements qui ne contribuent pas directement à l'emploi, qui demandent énormément de capital, parce que faire des ponts, des routes, des centrales électriques de toutes sortes, etc. Et on est en train de passer à un modèle complètement différent, et nous, on essaye, avec nos petits moyens, d'accélérer cette transformation. On a besoin, cette fois-ci, de créer des emplois, c'est-à-dire on a besoin de créer des entreprises de transformation, des entreprises industrielles. Tout le monde connaît la solution. Ça va demander beaucoup de capitaux. Alors, juste 2 mots peut-être sur la Tunisie que vous conseillez. Pour l'instant, la Tunisie n'a pas très bonne réputation sur les marchés internationaux. Elle a du mal à lever des fonds. Pourquoi ce paradoxe ? Moi, je commencerai toujours sur la Tunisie en vous disant c'est un pays exemplaire à bien des égards. Et c'est pour ça qu'il est très soutenu. Alors c'est autre chose que d'aller sur les marchés financiers et d'emprunter. Cela étant, en 2021, elle ira sur les marchés financiers et je peux vous dire, ça sera un succès et elle aura un programme avec le Fonds monétaire international. Permettez-moi de donner la parole à notre premier expert. Donc pour vous challenger sur cette question de la dette souveraine, j'ai demandé à un normalien comme vous, qui a travaillé à la banque de Tokyo Mitsubishi UFG à Dubaï, où il était également responsable de la création de la fenêtre islamique de la banque. Puis il est passé dans le monde de la notation internationale en tant que vice-président chez Moody's Investor Service, responsable du Moyen-Orient. Puis il est devenu ensuite directeur associé de Standard & Poor's. Et finalement, il a contribué à créer une agence de notation panafricaine qui monte de plus en plus. On l'écoute. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Comme vous l'avez entendu, je suis Anwar Hassoun et je dirige Wara,
West Africa Rating Agency, une agence de notation ouest-africaine, membre du groupe GCR, leader de la notation financière en Afrique. À ce titre, nous nous intéressons de très près à la solvabilité des entités économiques que nous notons, y compris les États souverains. On le lit et on le dit souvent, la dette publique en Afrique est très élevée. Autrement dit, nos États sont très endettés, voire trop endettés. Or, une analyse des chiffres tels qu'ils sont publiés par les administrations nationales et tels qu'ils sont reproduits par le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale tend à montrer le contraire. Par exemple, le ratio pondéré de dette publique rapporté au produit intérieur brut du continent africain est inférieur à 40%. Ce même ratio, appliqué aux économies dites développées, caracole le plus souvent bien au-delà de la barre symbolique des 100%. On peut donc légitimement s'interroger quant à la pertinence de la perception du risque de crédit souverain sur notre continent et se demander s'il n'est pas surestimé, ce qui expliquerait, dans une certaine mesure, les primes de risque considérables et donc les taux d'intérêt exorbitants exigés de nos États pour financer nos économies. D'où, Monsieur le Premier ministre, ma question à triple détente. Premièrement, pensez-vous qu'il existe un problème de soutenabilité de la dette publique africaine, que ce soit en devise locale ou en devise internationale? Deuxièmement, si votre réponse est affirmative sur le terrain de la dette publique libellée en devise, est-ce à dire que nous avons un double problème de compétitivité et d'attractivité de nos économies, appelant donc nécessairement des politiques économiques structurelles bien plus ambitieuses? Et troisièmement, si ces politiques structurelles ambitieuses de compétitivité et d'attractivité semblent nécessaires, comment alors les financer autrement que par davantage de dette publique en devise? Alors, je vais vous laisser répondre en détail sur chacun de ces points, évidemment, mais tout d'abord, je voudrais votre réponse à une question qui me semble, moi, fondamentale. Est-ce que la perception du risque est surestimée vis-à-vis des pays africains, d'autant que dans la zone UEMOA, le président Macky Sall s'en est souvent plaint? La réponse est très simple, c'est oui. Elle est oui, absolument. C'est-à-dire que vous prenez des pays dans tous les continents qui ont la même notation, invariablement, s'ils sont africains, les taux d'intérêt qu'on leur applique sont le double de leurs homologues, avec exactement les mêmes paramètres et la même notation, s'ils sont asiatiques ou s'ils sont latino-américains. Il y a une surestimation incroyable du risque africain. Alors qu'est-ce que Southbridge, qu'est-ce que M. Lionel Zinsou peut faire pour changer cette perception? D'abord, je remercie Anouar, parce que pour le coup, là, je suis entièrement de son avis. Vous savez, c'est une thèse que je défends depuis longtemps. L'hystérisation du surendettement africain est insupportable. Bon, comme j'essaye toujours de l'expliquer, d'abord, les États sont aujourd'hui disciplinés. La dette qu'ils contractent, c'est pour investir. Les éléphants blancs, tout ce qu'on nous a reproché... Vous fabriquez des cathédrales. D'abord, on a bien le droit de fabriquer des cathédrales et des mosquées, pour être sincère. Mais enfin, vous fabriquez des choses qui ne génèrent pas de cash flow. Enfin, tout ça est terminé. Si vous voulez, on est indépendants depuis les uns et les autres 60, 70 ans. Donc, les gouvernements sont disciplinés. Et la vraie question, c'est qu'on n'a pas financé ni nos ménages, nos familles, ni nos entreprises. Donc, moi, je pense que quand un économiste de la qualité d'Anouar, que je salue, que j'aime bien et que je connais, dit avec fermeté, quand on se compare, on a une prime de risque surestimée et on a un jugement qui est négatif. Pour ça, tout à l'heure, sur la Tunisie, je vous disais, commencez par dire, voilà tous les mérites de la Tunisie. Et on devrait faire ça pour tous les pays, tous les pays d'Afrique. Mais c'est pas ce que font les banquiers internationaux. Alors, il se trouve que ça change. Quand moi j'ai été nommé, il y a 6 ans, le 18 juin, Premier ministre, le directeur de la Banque centrale est venu me dire, vous empruntez de l'argent sur le marché local, c'est-à-dire à Abidjan, à la Bourse des valeurs, à 1 an. C'est pas possible. À la fin de mon passage au gouvernement, on avait lancé les premières émissions à 5 ans. Le ministre des Finances a réussi à imposer une émission du Bénin à 30 ans, pour 1 milliard de dollars. Ça, c'est un horizon de temps qui permet vraiment d'investir pour les générations futures. Et les taux d'intérêt commencent à baisser. Alors, un pays comme le mien, il s'endette plutôt à 4%.
Il y a 2 ans, 3 ans, c'était 6,5%. Donc ça décroît, et c'est ça le chemin. Parce que si vous voulez, au lieu de parler du volume de la dette, les gens devraient parler du prix insupportable de la dette. Le prix insupportable de la dette, c'est le taux d'intérêt. Bon. Mais la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, sur un programme très ambitieux environnemental et social, a obtenu de faire un emprunt qui a été énormément souscrit à 2,3%. Ça veut dire que nous sommes petit à petit, ça peut-être va encore nous prendre 4-5 ans, en train de nous normaliser. C'est-à-dire que la prime de risque indue est en train de baisser. C'est le seul sujet vraiment très important. Bien sûr, je suis obligée de vous arrêter parce qu'il faut qu'on aille plus vite. Donc, sur la question des politiques économiques structurelles plus ambitieuses pour accroître la compétitivité et l'attractivité des économies africaines, en 2 mots, votre réponse ? Et alors, Anna a parfaitement raison, on doit continuer d'être attractif et compétitif. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très importantes. L'énergie, beaucoup moins chère, beaucoup plus décentralisée, valorisant le solaire ou la géothermie ou les éoliennes, c'est une réalité désormais en Afrique. Et il y a la révolution du numérique. Je parlais récemment avec le patron d'un des plus grands opérateurs européens de téléphone. Je lui ai dit, qu'est-ce que l'Afrique vous apprend sur le monde d'après ? Et il me dit, en matière d'usage par les simples citoyens des télécommunications, du numérique, l'Afrique a 15 ans d'avance. Et prenez l'exemple de la monnaie digitale, par exemple. Voilà, ça c'est des faits complètement nouveaux, dont notre attractivité, elle progresse de cette façon. Maintenant, regardez quelques infrastructures. Visitez le port de Tanger, le port de Lomé, le port de Mombasa, le port de Djibouti, et vous deviendrez complètement afro-optimiste. Alors, juste dernière question à triple entrée qu'il nous avait posée. Quel financement alternatif faudrait-il mettre en place pour notamment éviter le recours à la dette publique en devise, a-t-il précisé ? Oui, parce que la dette entre les mains de nos citoyens, si vous voulez, c'est comme la dette japonaise, la dette italienne, qui sont très très importantes, beaucoup plus importantes que les nôtres, mais en main nationale, et donc c'est plus facile en fait à gérer. Et donc on va beaucoup développer l'épargne africaine. Parce que nous sommes un continent qui épargne. Le taux d'épargne par rapport au PIB est 2 fois celui de l'Europe. Parce que les gens pensent toujours que c'est les pays riches qui épargnent. Non, c'est les pays pauvres. Alors le record, c'est la Chine à 40%, mais nous, on est toujours au-dessus de 20%. Et c'est donc un effort d'épargne de tous les citoyens. Donc ça, c'est quelque chose qui va de plus en plus être une ressource pour financer les investissements de l'avenir. L'épargne comme financement alternatif. Ça, c'est notre propre épargne. Oui, ça, c'est intéressant. Deuxièmement, nous avons une autre épargne qui est à nous. C'est celle des résidents de l'extérieur, des migrants. Vous voyez, pendant la pandémie, on pensait que ça allait s'effondrer comme pendant la crise de 2008-2009. Vous prenez les pays qui en reçoivent le plus par rapport au PIB, le Maroc, la Tunisie, ils sont en progression de 10% sur l'année 2020. La solidarité des migrants, des diasporas, est supérieure de beaucoup à l'aide publique au développement que reçoit l'Afrique. Ça, c'est une épargne supplémentaire de l'Afrique. Et puis, il y a l'épargne qu'on va demander à l'ensemble de l'extérieur, pas nos migrants, mais l'ensemble des épargnants du monde, simplement parce qu'on leur offre des types de rendements qui peuvent être tout à fait attrayants, puisque nous sommes le continent en train de s'industrialiser. Les gens nous donnent des leçons en disant « mais enfin, que diable, industrialisez-vous ». Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'aujourd'hui, un pays comme le mien, le pays de l'UMOA, il a un taux d'industrie par rapport à l'ensemble des richesses, par rapport au PIB, qui est supérieur à celui d'un pays comme la France. En France, l'industrie, et en Europe en général, c'est quelque part entre 11 et 15%. Quand vous ajoutez la construction dans un pays comme le mien, on y est déjà. Donc on est déjà en train de s'industrialiser. Alors écoutons le deuxième expert, c'est une experte d'ailleurs. Justement, elle vous challenge sur un certain nombre de ces questions. C'est l'une des meilleures expertes sur les relations euro-africaines. Elle a aussi des questions sur l'impact de la ZLECAf à laquelle vous, Nal Kaberuka, avez fortement contribué sur l'avenir du continent. On écoute Madame Claude Fischer-Herzog. Bonjour Lionel. Peut-être vous souviendrez-vous de moi. J'anime les entretiens euro-africains sur le renouvellement des relations entre l'Europe et l'Afrique, et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest. Le monde traverse une période inédite avec des mutations et une crise globale, sanitaire et économique, qui paradoxalement a pu susciter l'espoir d'un monde d'après différent, plus solidaire. Lors de leur dernière édition, les entretiens euro-africains ont voulu y voir plus clair et croiser les regards entre Européens et Africains sur le vécu de cette crise,
différents au regard des réalités socio-économiques, différents au regard de nos traditions et nos cultures, bien sûr, et du rôle de nos institutions, des moyens sans commune mesure mis en œuvre pour y faire face, avec des dizaines de milliers de milliards d'euros en Europe et quelques centaines de milliards de dollars en Afrique. Nous avons pu mesurer à quel point le problème des inégalités d'accès aux biens essentiels, en particulier l'électricité, l'éducation et la santé, est criant et risque de s'aggraver. Comment mettre ces biens communs au cœur des coopérations entre l'Europe et l'Afrique? Nous avons cherché des réponses pour une mobilisation des sociétés civiles sans lesquelles rien ne changera. Côté Afrique, des volontés se sont exprimées pour construire une voie de développement endogène. La fermeture des frontières a renforcé d'ailleurs le besoin de développer les échanges intra-africains. Et de ce point de vue, la mise en place de la zone de libre-échange dans l'Union, dans l'Afrique entière, est une étape très importante et représente un espoir. Mais je pose une question, le commerce suffira-t-il à sortir de la pauvreté, comme l'a déclaré le secrétaire général Wankela Mene? L'Afrique pourra-t-elle se développer sans que les grandes puissances qui se battent pour elle et entre elles ne révisent profondément leurs relations avec l'Afrique? On reparle de plan Marshall, de New Deal, on se gargarise de mots, qu'en pensez-vous? La crise rebat les cartes de la mondialisation. Comment va-t-elle s'insérer l'Afrique dans de nouvelles chaînes de valeur internationales? Quelle pourrait être sa stratégie pour développer ses propres productions et soutenir le tissu local et son économie informelle, qui est un atout extraordinaire, y compris pour l'entrepreneuriat demain? Ne faut-il pas créer des fonds de solidarité abondés par des participants publics et privés pour le financement de projets décentralisés et pour le financement d'infrastructures dans des domaines essentiels des biens publics? Voilà, mon cher Lionel, quelques questions auxquelles j'aimerais que vous puissiez répondre. Un grand merci. Une cascade de questions et pas des moindres, mais d'ores et déjà, est-ce que vous pouvez me répondre sur quand même la question essentielle, puisqu'on va faire la ZLECAf, Claude Fischer-Heinsohn y faisait allusion, est-ce que le commerce, ça peut sortir l'Afrique de la pauvreté? Oui, alors le commerce progresse en Afrique, son insertion dans l'économie internationale à 2 chiffres par an. C'est-à-dire qu'on progresse aussi vite que l'Asie aujourd'hui, beaucoup plus vite que l'Europe sur les marchés internationaux, que l'Amérique latine, que l'Amérique du Nord. Donc c'est bien d'être une amie, bon c'est une de mes amies, Claude, et une grande amie de l'Afrique, mais il ne faut pas s'apitoyer sur ses amis. Donc il est difficile d'échanger en Afrique. Et en plus, il y a des droits de douane partout, et en plus on vous arrête. Donc oui, il y a une réponse par le commerce, mais qui est déjà en place, à toute vitesse. D'accord. Alors sur la stratégie de l'Afrique pour développer ses propres productions et soutenir le tissu local et l'économie informelle, votre réponse? L'économie informelle, c'est très important. Aujourd'hui, c'est ça qui est le réservoir de l'emploi. Bon. Vous voyez, un pays comme le mien, c'est 90% de l'emploi. C'est 50% du PIB. Bon, tout ça parce qu'il y a toute l'agriculture qui est informelle pour l'essentiel dans un pays comme les pays de l'UEMOA. Bon, 90% de l'emploi, c'est donc absolument cardinal. C'est encore moins financé que le reste. Déjà, le secteur formel n'est pas financé, sauf les très grandes entreprises. Mais alors là, si vous voulez, les petits commerçants, les petits transporteurs, les agriculteurs, ils n'ont pas de crédit pour les récoltes, ils n'ont pas de fonds de roulement et ils n'ont pas de crédit pour investir. La microfinance est la clé absolument fondamentale. Elle se développe aussi à toute vitesse. Personne ne l'a vu, mais pendant la crise, les banques centrales ont décidé que d'elles-mêmes, elles allaient financer directement la microfinance à un taux de 2,5%. Si vous voulez, ça permettra de tomber de taux pour les clients de 20%, de se rapprocher de 10, ce qui est déjà très élevé, mais divisé par 2. Le secteur informel, il a énormément de ressources. En plus, chez nous, c'est frappant, parce que même les diplômés sont dans le secteur informel, donc ils sont surqualifiés, si vous voulez. Alors, Claude propose la création d'un fonds de solidarité abondé par des participants publics et privés pour le financement de projets décentralisés et d'infrastructures dans les domaines essentiels de biens publics. C'est viable ou c'est pas viable? C'est parfaitement viable. La pandémie a montré qu'il fallait soutenir
notamment le secteur informel, en période de confinement. Il y a eu des pays qui ont apporté des vivres, il y en a d'autres qui ont apporté et distribué d'ailleurs, en utilisant la monnaie digitale, les télécoms, des secours aux populations. Il y a des pays qui sont allés plus loin, l'Afrique du Sud, le Maroc, avec du chômage partiel, des secours efficaces. On s'est aperçu qu'il faut des transferts sociaux et même des gens particulièrement chiches et sur ce genre de sujet ont admis que ce qu'ils appellent des safety nests, des secours, une sécurité sociale, des actions même en numéraire. Par exemple, c'était la croix et la bannière d'arriver à convaincre des spécialistes d'institutions internationales que, comme dans les pays riches, il faut faire des transferts vers les plus vulnérables, des transferts en numéraire, des transferts monétaires. Et bien, c'est quelque chose dont la pandémie a montré que c'était absolument urgent et que les pays qui s'en tiraient le mieux, c'est ceux qui ont mis très vite en place ce genre de secours. C'est une transformation profonde en termes de solidarité. Et cette année, ça sera 2,3%, ça ne sera pas 5% les taux de croissance en Afrique. Non. Ça va tomber considérablement à cause de la pandémie. Écoutez, vous avez deux catégories de pays. Vous avez des pays très touchés à cause du tourisme, très touchés à cause du pétrole, très touchés à cause des matières premières minérales qui se sont effondrées. Ils sont une vingtaine. Les autres, un pays comme le mien et l'UEMOA, c'est 2% de croissance en 2020. C'est pas. Moi, j'ai deux nationalités. La française, pays qui a fait moins 8,3%. Une autre, la béninoise, qui a fait plus 2%. Si vous voulez, il faut pas caricaturer. Il y a eu une résilience. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est la résilience. Donc, dans les propos de Claude, dire les besoins sont immenses. Évidemment, les besoins sont immenses, mais les opportunités sont immenses. Et je vous assure, quand vous voyez la nouvelle génération, elle dit des choses sur les gouvernants, que fait la France à soutenir tel et tel régime. Attendez, les gouvernants, moi, ce qui me frappe, c'est la génération des gens beaucoup plus jeunes que moi, qui ont la moitié de mon âge, qui dirigent ou des entreprises, et qui sont très très souvent des femmes, notamment dans notre région, ou qui dirigent des départements ministériels, et qui sont des gens très formés et très remarquables. Donc nous avons les ressources humaines pour commencer à utiliser intelligemment nos ressources naturelles en les transformant. Et la solution, si vous me demandez une solution magique, franchement, c'est l'industrialisation, c'est la transformation de nos ressources. C'est que quand on peut produire des noix de cajou, du cacao, tout ce que vous voulez... Oui, mais transformons. À parce 10, que pour l'instant, ça part... À 10, on peut tirer 100 de valeur et au passage créer beaucoup d'emplois. Bien sûr. Et c'est partout en route. Oui, mais ce qui est curieux, c'est que quand on regarde l'Afrique, on a tellement de visions anciennes, de préjugés, ce qui explique que les taux d'intérêt soient avec des primes de risque qui n'ont aucune raison d'être. Il n'y a pas de défaut africain. Financièrement, l'Afrique ne fait pratiquement jamais défaut. Pourtant, il y a une prime de risque très élevée. C'est exactement pareil. C'est pas la peine dans 10 ans de dire en 2021 déjà il y avait un effort d'industrialisation très important. L'Afrique, elle n'est pas du tout aujourd'hui, elle n'est pas du tout en retard en termes de rythme de rattrapage. Quant à dire que toute l'Afrique, ce n'est que 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars, écoutez, c'est quand même sensiblement plus que le PIB français. Monsieur Benadinzou, vous êtes un afro-optimiste. Oui, définitivement. Et je suis content parce qu'il me semble que vers la fin de nos entretiens, vous êtes plus optimiste que ce que vous m'avez asséné au début, qui était quand même un peu sévère. Nous voilà arrivés au terme de cette émission et je me doute que vous n'êtes pas dans le camp de ceux qui en Afrique honnissent aujourd'hui la France ou qui prennent la posture de dire qu'ils la honnissent. Mais alors, expliquez-nous de votre point de vue comment vous pensez que la relation entre la France et l'Afrique pourrait évoluer pour que, osons le mot, cette détestation parmi les jeunes générations, notamment, diminue vis-à-vis de la France. Alors, moi, je ne crois pas une minute à la détestation vis-à-vis de la France. D'ailleurs, j'ai un peu de mérite à le dire, puisque quand j'étais candidat aux élections présidentielles, sur les réseaux sociaux, mes adversaires politiques, et néanmoins amis, expliquaient que j'étais un sale blanc, d'une part, un Français, un gouverneur des colonies, que je n'avais rien à faire là. Mais c'était les réseaux sociaux. J'ai rencontré très, très, très peu d'électeurs qui m'envoyaient ça au visage, si vous voulez. Donc, moi, je crois que, pour l'instant, il y a ce qui est très légitime, des rebelles,
des jeunes impatients, et ils ont tout à fait raison d'être impatients. Il y a aussi beaucoup de gens d'extrême gauche, d'autres d'extrême droite. Il y a beaucoup de désinformation, et moi je crois que le fameux sentiment anti-français, il est, si vous voulez, probablement bien moindre que ce que l'on prétend. En revanche, c'est quand même très normal que une jeunesse désœuvrée parce qu'on ne lui donne pas accès au marché du travail, qu'on ne lui donne pas les moyens même de réaliser ses qualifications, soit furieuse contre les dirigeants. D'autant qu'elle est bien informée grâce aux réseaux sociaux. Oui, parce qu'il y a quand même une part d'information, je vous l'accorde. Et donc, vous avez un sentiment de rébellion de toutes les jeunesses du monde d'ailleurs, mais enfin de la nôtre qui est particulièrement vive. Et comme la France est perçue, notamment en Afrique francophone, comme encore dominante dans ses intérêts économiques, ce qui est un petit problème de mauvaise information, mais enfin, c'est normal qu'il y ait cette espèce de révolte. Est-ce que ça correspond à 10 ou 20% de la population ? C'est quelque chose comme ça, mais je ne pense pas que ça soit aussi profond que ce que l'on dit. Donc si je comprends bien, il n'y a pas péril en la demeure. Il n'y a pas un péril majoritaire en la demeure, et en revanche, moi je pense que 60, 70 ans après les indépendances, ce serait raisonnable de regarder les faits et de voir que la France n'est pas une puissance dominante, et en tout cas, ses intérêts ne sont pas là où on croit qu'ils sont ailleurs, dans une autre Afrique beaucoup plus globale, beaucoup plus vaste, et nos solutions à nous, elles sont déjà en marche. Ne croyez pas qu'on est dépendant d'aucune manière, même en matière monétaire, de l'aide des autres. En fait, nous nous aidons nous-mêmes. Sinon, on ne ferait pas 5 à 7% de croissance dans mon pays. Alors, sur ces bonnes paroles, cher monsieur Lionel Zinzou, merci d'avoir été le premier invité de Mon Air d'Afrique. Merci à vous.